Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle chaîne YouTube Ma conscience me parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nanou, je suis médium, cartomancienne énergéticienne, je suis également psychopraticienne et je suis auteure du livre Michael Jackson Changeons le monde, paru aux éditions Edilivre en 2017. Ici, euh, je suis guidée pour faire peut-être mettre des vidéos en place pour aider les consciences à évoluer, à ne pas se perdre, ne pas s'égarer en route. Tout au moins, de mon côté, je ne suis pas là pour vous donner un avis personnel, mais j'écoute la guidance intérieure qui m'amène à faire cette vidéo, à vous la présenter, vous la partager, et n'hésitez pas en retour d'apporter vos commentaires sur ce sujet. Ici, lorsque j'ai demandé quelle vidéo pourrait être à même d'être mise en ligne, j'ai surtout entendu que faire lorsqu'un président n'est pas capable de sécuriser son pays. Et c'est sur ce thème que je me laisse guider aujourd'hui. Il faut savoir que la sécurité d'un pays est un enjeu fondamental pour la stabilité et le bien-être de ses citoyens. Lorsque le président, en tant que chef de l'État, est garant de la sécurité nationale, qu'il montre des signes d'incapacité à protéger la population, eh bien cela soulève des questions cruciales sur l'avenir de la nation. Alors quelles sont les responsabilités de l'État ? Quel rôle joue la société civile dans la restauration de la sécurité ? Cette vidéo ici va explorer différentes approches que peuvent adopter les citoyens, les institutions et la communauté internationale face à une telle situation. Il est important de pouvoir déjà analyser la situation, d'identifier les causes de l'incapacité. Avant de réagir, il est essentiel de comprendre pourquoi le président ne parvient pas à assurer la sécurité. Les causes peuvent être multiples: crise économique, corruption, ingérence étrangère, incompétence politique ou manque de ressources. Une analyse approfondie pourrait permettre de déterminer si la situation est temporaire ou alors si elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus vaste. Je souhaite surtout ici me pencher sur l'ingérence étrangère, car mes dons médiumniques m'emmènent sur ce terrain. Alors qu'est-ce que l'ingérence étrangère ? Je suis moi-même allée chercher un petit peu des compréhensions. L'ingérence étrangère, c'est un obstacle à la préservation de l'intégrité d'un pays. À travers l'histoire, de nombreux leaders ont vu leur capacité à gouverner et à protéger les intérêts de leur nation gravement compromise par des ingérences étrangères. Ces interventions, que ce soit sous forme de pression diplomatique, d'intervention militaire ou alors de manipulation économique, peuvent entraver le pouvoir d'un président à maintenir l'unité, la souveraineté et la sécurité de son pays. Dans cette vidéo, nous examinerons les différentes facettes de cette dynamique complexe, illustrant comment l'ingérence étrangère peut effectivement expliquer l'incapacité d'un président à préserver son pays. L'ingérence étrangère désigne toute intervention d'un État dans les affaires internes d'un autre État sans le consentement de celui-ci. Cela peut se manifester par des actions directes, comme des opérations militaires, ou indirectes, telles que des campagnes de désinformation. Les motivations derrière ces ingérences varient, allant à des intérêts géopolitiques, à des considérations économiques. Et il est essentiel de comprendre que cette notion d'ingérence n'est pas uniquement militaire, elle inclut également des aspects culturels, économiques et sociaux. Alors il y a différents types d'ingérence. Cela peut être militaire par l'intervention directe des forces armées. Cela peut être politique par la manipulation des élections, par un soutien à des groupes d'opposition.
Cela peut être économique par des sanctions, des pressions sur le marché financier, et cela peut être médiatique par de la propagande, des informations via les médias et les réseaux sociaux. Cela me fait penser au petit kit que le président de la République voudrait nous envoyer. C'est une propagande. Une ingérence appuyée par des puissances étrangères peut déstabiliser des gouvernements et compromettre leur capacité à maintenir la paix et l'ordre au sein de leur pays. L'impact de l'ingérence sur l'autorité présidentielle, c'est que la capacité d'un président à diriger dépend grandement de sa légitimité et de sa capacité à répondre aux besoins de ses citoyens. Cependant, l'ingérence étrangère peut miner cette légitimité de plusieurs manières. Alors déjà par la perte de confiance. Lorsque les citoyens soupçonnent que leurs dirigeants sont influencés par des puissances étrangères, cela entraîne une perte de confiance de son président. Par exemple, la suspicion autour de l'administration de certains présidents en Amérique latine durant le XXe siècle, exposés à des manipulations américaines, a conduit à des mouvements populaires contre ces régimes perçus comme des marionnettes. Également, l'impact de l'ingérence peut miner en rapport avec des conflits internes. Les ingérences peuvent aussi engendrer ou exacerber des conflits internes. Par exemple, le soutien d'une faction par une puissance étrangère peut entraîner des luttes de pouvoir, rendant ainsi toute gestion de crise par le président encore plus difficile. Des conséquences de l'ingérence peuvent agir à long terme dans le temps. Et oui, les effets de l'ingérence étrangère sur un pays ne se limitent pas à des manifestations immédiates. Elles peuvent avoir des conséquences à long terme sur la gouvernance, la société et l'économie, ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Sans parler de la dégradation des institutions. L'ingérence peut mener à une détérioration des institutions publiques. Les gouvernements soumis à des pressions extérieures peuvent devenir moins transparents et plus répressifs car ils cherchent à consolider leur pouvoir face à des menaces perçues. Cette tendance peut réduire la participation démocratique et engendrer du mécontentement. L'ingérence peut également polariser la société, diviser les citoyens et créer un climat de méfiance. Cela complique davantage la tâche des dirigeants qui doivent faire face à non seulement une opposition interne, mais aussi à des influences extérieures. Enfin, l'ingérence étrangère peut remodeler la politique étrangère d'un pays en le rendant dépendant d'un ou plusieurs soutiens externes. Cela peut limiter la souveraineté nationale et réduire la capacité des dirigeants à agir selon les intérêts de son propre pays. Les approches possibles vers une résolution pour contrer les effets néfastes de l'ingérence étrangère, plusieurs stratégies peuvent être envisagées par les gouvernances concernées. Les États doivent travailler à renforcer leurs institutions pour les rendre beaucoup plus transparentes, responsables et efficaces afin de réduire la vulnérabilité aux influences externes. Une diplomatie proactive et équilibrée visant à établir des relations solides avec divers pays peut aider à réduire les dépendances vis-à-vis d'un seul partenaire. Cela permettra aux dirigeants de disposer de plus de leviers lorsqu'ils sont confrontés à des ingérences. Finalement, sensibiliser le public aux dangers des ingérences étrangères peut aussi contribuer à renforcer la cohésion sociale et à construire une défense collective contre les tentatives d'influence extérieure. L'ingérence étrangère représente un défi majeur pour les présidents qui cherchent à préserver l'intégrité de leur pays. En compromettant la légitimité, en alimentant les conflits internes et en sapant les institutions, ces interventions peuvent transformer la gouvernance d'une nation. Chaque pays est unique et les réponses à ces défis doivent être adaptées au contexte spécifique. Néanmoins, il est crucial que les nations conscientes de leur vulnérabilité à l'ingérence s'engagent à construire des systèmes politiques et sociaux résilients,
capable de résister aux influences destructrices extérieures. Dans ce monde de plus en plus interconnecté, la préservation de la souveraineté nationale contre les ingérences reste un enjeu fondamental pour la stabilité et la paix nationale. Ici, il convient d'évaluer les effets sur la population. Une incapacité à sécuriser le pays a des conséquences directes sur la population. Augmentation de la violence, perte de confiance dans les institutions, émigration forcée, etc. Comprendre ces effets est nécessaire pour mobiliser l'opinion publique et inciter à l'action collective. La gestion d'un pays est une tâche complexe qui requiert non seulement des compétences en matière de gouvernance, mais aussi une vision claire et des ressources adéquates. Lorsqu'un gouvernement échoue à gérer efficacement un pays, les conséquences peuvent être désastreuses, touchant tous les aspects de la vie des citoyens, et nous allons nous pencher sur les différentes ramifications de cette incapacité, notamment sur le plan économique, social, environnemental et politique. Les conséquences économiques sont grandes. L'incapacité à gérer un pays se traduit souvent par des conséquences économiques immédiates et durables. Une mauvaise gestion des finances publiques peut mener à un déficit budgétaire croissant, à une inflation galopante et à une dette nationale insoutenable. Cela mène à l'instabilité sociale et au conflit. Un État incapable de répondre aux besoins fondamentaux de sa population, tels que l'accès à l'éducation, la santé, le logement, la sécurité, est plus susceptible de connaître des troubles sociaux. Dois-je rappeler que la base fondamentale pour un être humain est d'avoir un toit, de quoi se nourrir et de quoi se vêtir. La frustration face à l'incapacité du gouvernement à assurer le bien-être de ses citoyens peut engendrer des manifestations, des grèves et même des révoltes populaires. Des exemples historiques comme les printemps arabes illustrent comment l'incapacité à répondre aux besoins économiques et sociaux peut entraîner à des bouleversements politiques majeurs. Dans ce contexte, les tensions ethniques et religieuses peuvent également être exacerbées, entraînant des conflits internes dévastateurs. Il y a également une dégradation de l'environnement. La gestion inadéquate d'un pays affecte également son environnement. Un gouvernement qui ne priorise pas la protection des animaux, la protection de l'environnement, peut permettre l'exploitation abusive des ressources naturelles, conduisant à la déforestation, à la pollution et à la perte de la biodiversité. L'incapacité à respecter des réglementations environnementales peut exposer la population à des risques sanitaires et à des catastrophes naturelles. Au fil des décennies, cela peut compromettre la capacité d'un pays à se développer durablement et à offrir un avenir viable à ses habitants. Nous pouvons également parler d'érosion de la démocratie et des droits humains. L'absence de bonnes pratiques de gouvernance favorise souvent l'érosion des institutions démocratiques. Un gouvernement qui ne parvient pas à gérer efficacement un pays peut céder à la tentation de restreindre les libertés civiles pour maintenir son autorité. Cela peut inclure le contrôle des médias, la répression de l'opposition politique et la violation des droits de l'homme. Les citoyens deviennent de plus en plus frustrés et désillusionnés, ce qui peut les inciter à rechercher des solutions radicales. Dans certains cas, cela peut même conduire à des coups d'État ou à des régimes autoritaires. Enfin, l'incapacité à gérer un pays peut également entraîner son isolement sur la scène internationale. Les nations qui ne respectent pas les normes internationales sur les droits de l'homme, sur la démocratie et le développement durable peuvent faire face à des sanctions économiques et à des diplomaties hostiles. Cela limite non seulement les opportunités de commerce et de coopération, mais expose également le pays aux impacts négatifs de la crise mondiale, tels que les pandémies ou le changement climatique d'ailleurs. Le manque de soutien international rend encore plus difficile pour ces pays de surmonter leurs défis internes. En somme, l'incapacité à gérer un pays a des conséquences profondes et interconnectées qui touchent
tous les aspects de la vie nationale. Les conséquences économiques, sociales, environnementales et politiques se nourrissent mutuellement, créant un cycle de déclin difficile à briser. Il est essentiel que les dirigeants comprennent l'importance d'une gestion responsable pour assurer un avenir durable, équitable et prospère pour leurs citoyens. La prise de conscience de ces enjeux est cruciale pour éviter que d'autres nations ne tombent dans le piège de l'incapacité de gouvernance. Les mouvements citoyens jouent un rôle clé dans la défense des droits et la promotion de la sécurité. En se regroupant, les citoyens peuvent faire pression sur le gouvernement pour qu'il prenne des mesures concrètes. La mise en place des groupes de veille et de solidarité peut également aider à renforcer la cohésion sociale. Encore faut-il que le gardien de la paix ne vienne pas ici se transformer en gardien de la haine. Le terme gardien de la paix évoque immédiatement l'idée de sécurité, de protection et de justice. Les forces de police, en tant qu'institution publique, portent cette responsabilité cruciale de défendre les droits des citoyens et d'assurer le respect des valeurs démocratiques. Cependant, dans certaines situations, des abus de pouvoir se produisent, transformant le gardien en oppresseur. Cette vidéo explore également la complexité de cette notion en soulignant que la véritable fonction d'un gardien de la paix est de protéger les citoyens, même lorsque ceux-ci revendiquent leurs droits ou défendent les valeurs de leur pays. La première tâche d'un gardien de la paix est de servir à la protection des individus et des communautés. Cela implique de maintenir l'ordre public, mais aussi d'intervenir pour éviter les violences et garantir la sécurité de tous. Dans une société démocratique, la police doit agir en tant que représentante de la loi et de l'ordre, en étant le garant des droits de chaque citoyen. Les gardiens de la paix sont tenus de respecter et de défendre les droits humains. Les conventions internationales, telles que la Déclaration universelle des droits de l'homme, établissent clairement que chaque individu a le droit de revendiquer ses droits sans crainte de représailles. Un policier ne devrait jamais considérer une manifestation pacifique comme une menace, mais plutôt une expression légitime de la démocratie. Dans le cadre de leur mission, les forces de l'ordre doivent prévenir la violence, que celle-ci vienne de manifestants ou de groupes opposés. Quand un citoyen se lève pour défendre ses droits ou pour contester une injustice, il exercera sa liberté d'expression, un des piliers de la démocratie. Au lieu de réagir par la force, les gardiens de la paix devraient encourager le dialogue et la compréhension. Alors n'oublions pas que ces gardiens de la paix reçoivent des ordres de leurs supérieurs. Malheureusement, l'histoire regorge d'exemples où la police censée protéger est devenue l'instrument de répression politique. Des manifestations pacifiques se sont souvent soldées par des confrontations violentes causées par des interventions disproportionnées des forces de l'ordre. L'abus de force est une réalité qui existe dans de nombreux pays. Les policiers, parfois surmenés ou mal formés, peuvent céder à la tentation de recourir à la violence, à la haine, pour maîtriser des situations qu'ils perçoivent comme des menaces. Cette approche est non seulement inacceptable, mais également contre-productive. En agissant de la sorte, les gardiens de la paix aggravent la fracture entre la population et les institutions, ce qui nuit à la confiance essentielle à toute société. Et ici, j'ai conscience que certains gardiens de la paix qui sont là ont passé des examens, ont passé leur oral, ont mis toutes les chances de leur côté pour devenir gardiens de la paix par vocation. Et ces personnes-là, aujourd'hui, ne peuvent pas s'exprimer. Elles sont obligées de se cacher, de ne pas montrer leur désaccord avec la violence qui s'est instaurée parmi certains policiers extrémistes, disons-le. Eh bien ici, je suis le porte-voix de ces personnes.
Une autre problématique réside dans la manière dont les manifestations sont perçues par les forces de l'ordre. Les policiers doivent être éduqués sur le fait qu'une manifestation n'est pas nécessairement synonyme de désordre. Au contraire, elle peut être l'expression d'un besoin profond de changement et d'écoute. Ignorer cette réalité peut conduire à des réactions excessives, renforçant ainsi la violence, alors que l'objectif devrait être la tranquillité et le respect. Pour inverser cette tendance, il est crucial d'implanter des programmes de formation adaptés pour les gardiens de la paix, mais également leurs supérieurs, axés sur la gestion des conflits, le respect des droits humains et la promotion du dialogue qui doit être encouragé par leurs supérieurs. Intégrer des modules sur les droits humains et la déontologie dans les programmes de formation des policiers peut les aider à comprendre l'importance de leur rôle en tant que protecteurs des citoyens. Cela leur permettra de mieux appréhender les situations conflictuelles et d'adopter une posture plus respectueuse et compréhensive envers les revendications populaires. Souvent, les tensions entre la police et certaines communautés résultent d'une méconnaissance mutuelle. En sensibilisant les agents de police à la diversité culturelle et sociale de la population, nous favorisons une approche plus inclusive et moins conflictualisée. La police doit avoir une connaissance des différentes réalités auxquelles font face les citoyens, ce qui les aidera à mieux répondre aux besoins de la communauté. Il est temps de repenser le modèle politique et le modèle police-société afin de renforcer cette notion de gardien de la paix. L'instauration d'un climat de confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre reste essentielle. L'implantation de modèles de police communautaire où les policiers travaillent main dans la main avec les habitants peut significativement améliorer les relations. Je me souviens d'un souvenir d'enfance où, lorsque j'étais petite, il y avait ce qu'on appelle les commissariats de proximité, ou alors les commissariats de quartier. Je ne saurais pas dire à quel terme on employait à ce moment-là, j'étais trop jeune. Et il y avait souvent les policiers dans le quartier, sur la route, sur le chemin de l'école, et qui nous disaient bonjour par nos prénoms. Ils nous connaissaient, ils nous donnaient des recommandations, ils nous disaient de faire attention, d'être sages. Enfin, il y avait une certaine... Je suis nostalgique. Il y avait voilà, c'était sain. C'était sain. Et donc, en établissant des dialogues réguliers, les forces de l'ordre peuvent mieux comprendre les préoccupations de la population et y répondre de manière appropriée. La transparence dans les actions policières est primordiale pour instaurer un climat de confiance. Les instances de contrôle indépendants doivent être mises en place pour surveiller les actions des forces de l'ordre, assurant qu'elles agissent en conformité avec la loi et les droits humains. Quand la police est responsable devant ceux qu'elle protège, cela crée un cadre propice à la sécurité et au respect mutuel. Bon, pour en terminer avec gardien de la paix, parce que c'était pas le sujet, le rôle d'un gardien... Mais si je suis guidée sur ce thème-là, c'est pas un hasard, hein. Donc je me dois de ne pas contrôler ce dont je suis amenée, guidée à commenter. Et donc, le rôle du gardien de la paix, pour terminer, c'est primordial dans une société qui valorise les droits et libertés des citoyens. Sa fonction ici ne se limite pas à maintenir l'ordre par la force, mais consiste avant tout à protéger les droits des individus, même lorsqu'ils expriment des désaccords ou revendiquent des changements. Pour réaliser cette vision, il est essentiel ici d'améliorer la formation des policiers, de repenser les relations entre la police et les citoyens et de promouvoir une culture de respect et de dialogue. Seule cette approche permettra de faire de la police un véritable gardien de la paix, garant de la sécurité et des droits de tous. Mais encore faut-il que la politique ne soit pas corrompue.
Je pense qu'il est important de comprendre qu'un État incapable de répondre aux besoins fondamentaux de sa population, tels que l'accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité, est plus susceptible de connaître des troubles sociaux. La frustration face à l'incapacité du gouvernement à assurer le bien-être de ses citoyens peut engendrer des manifestations, des grèves et même des révoltes populaires. Des exemples historiques, comme les printemps arabes, ça fait 2 fois que j'en parle, j'ai même eu une canalisation concernant le printemps arabe à venir, et cela illustre comment l'incapacité à répondre aux besoins économiques et sociaux peut conduire à des bouleversements politiques majeurs. Dans ce contexte, les tensions ethniques et religieuses peuvent également être exacerbées, entraînant des conflits internes dévastateurs. Nous pouvons également parler de la dégradation de notre environnement. La gestion inadéquate d'un pays affecte donc son environnement. Un gouvernement qui ne priorise pas la protection de l'environnement peut permettre l'exploitation abusive des ressources naturelles, conduisant à la déforestation, à la pollution et à la perte de biodiversité. L'incapacité à respecter des réglementations environnementales peut exposer la population à des risques sanitaires et à des catastrophes naturelles. Au fil des décennies, cela peut compromettre la capacité d'un pays à se développer durablement et à offrir un avenir viable à ses habitants. Nous pouvons également parler de l'érosion de la démocratie et des droits humains, puisque l'absence de bonnes pratiques de gouvernance favorise souvent l'érosion des institutions démocratiques plutôt. Un gouvernement qui ne parvient pas à gérer efficacement un pays peut céder à la tentation de restreindre les libertés civiles pour maintenir son autorité. Et cela peut inclure le contrôle des médias, la répression de l'opposition politique et la violation des droits de l'homme. Les citoyens deviennent de plus en plus frustrés et désillusionnés, ce qui peut les inciter à rechercher des solutions radicales. Dans certains cas, cela peut même conduire à des coups d'État ou à des régimes autoritaires. Enfin, l'incapacité à gérer un pays peut entraîner son isolement sur la scène internationale. Les nations qui ne respectent pas les normes internationales sur les droits de l'homme, la démocratie et le développement durable peuvent faire face à des sanctions économiques et à des diplomaties hostiles. Cela limite non seulement les opportunités de commerce et de coopération, mais expose également le pays aux impacts négatifs de la crise mondiale, tels que les pandémies ou alors le changement climatique. Le manque de soutien international rend encore plus difficile pour ces pays de surmonter leurs défis internes. En somme, l'incapacité à gérer un pays a des conséquences profondes et interconnectées qui touchent tous les aspects de la vie nationale. Les conséquences économiques, sociales, environnementales et politiques se nourrissent mutuellement, créant un cycle de déclin qui sera difficile à briser. Il est essentiel que les dirigeants comprennent l'importance d'une gestion responsable pour assurer un avenir durable, équitable et prospère pour leurs citoyens. La prise de conscience de ces enjeux est cruciale pour éviter que d'autres nations ne tombent dans le piège de l'incapacité de gouvernance. Lorsque les autorités sont jugées incapables, il peut être nécessaire d'exiger des réformes structurelles. Cela implique de revendiquer plus de transparence, de responsabilité et d'intégrité au sein des forces de sécurité et des institutions politiques. Les citoyens peuvent établir un dialogue avec les forces de l'ordre pour développer des stratégies communes de sécurité. La confiance entre la population et les forces de sécurité est vitale pour restaurer la paix et la sécurité. Les acteurs internationaux peuvent intervenir pour faciliter le dialogue entre le gouvernement et les opposants cherchant à établir un consensus autour de la sécurité nationale et internationale. Si le président reste incompétent et refuse de changer sa politique, il peut être temps
de demander un changement de leadership par le biais d'élections anticipées non corrompues ou par des moyens pacifiques comme des manifestations organisées. Une transition vers un système politique plus inclusif et représentatif et beaucoup plus humain pourrait offrir une solution durable aux problèmes de sécurité. Cela pourrait impliquer la rédaction de nouvelles constitutions ou l'établissement de lois garantissant la sécurité des citoyens. La sécurité d'un pays ne repose pas uniquement sur les épaules de son président. Elle est l'affaire de tous, citoyens, institutions et communautés internationales. Lorsque le président échoue dans sa mission de protection, une mobilisation collective est nécessaire. Par le biais de l'éducation, de la pression citoyenne, de réformes institutionnelles et du soutien international, les nations peuvent retrouver un chemin vers la sécurité et la paix. Dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté, il est impératif que chacun prenne conscience de son rôle dans la lutte pour une sécurité collective. La question que l'on peut être amené à se poser finalement est qu'un président français ne peut pas suicider son propre pays. Alors, dans la chute de notre pays, à qui profite le crime ? Cette vidéo présente un cadre général sur les actions possibles lorsque la sécurité d'un pays est compromise par l'incapacité du président à protéger sa population. Il appelle ici à une réflexion collective sur la façon dont les nations peuvent surmonter cette situation difficile. En mettant l'accent sur l'engagement des citoyens et la nécessité de solutions collaboratives, nous pouvons envisager un avenir où la sécurité et la paix prévalent. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les idées positives qui pourraient vous venir en tête pour que nous puissions parvenir à l'unité, la paix, la cohérence, le vivre ensemble. Je précise, avant de vous laisser cette dernière vidéo, je précise que je ne suis pour aucun parti politique, mais que je souhaite ici terminer par un message d'un grand homme qui nous a quittés et dont ces mots, plus que d'actualité, résonnent encore. Petite rectification, je voulais vous mettre une petite vidéo en fin de celle-ci pour vous aider à vous remémorer ce président de la République qui émettait les souhaits pour notre pays, pour nous, citoyens de ce pays. Et cela a été interdit par YouTube. J'ai reçu un message de YouTube m'interdisant de mettre cette vidéo dans ma vidéo sous prétexte des droits d'auteur. Je rappelle qu'un président de la République est une personnalité publique et qu'il est dommage que l'on puisse censurer autant des paroles de sagesse, des paroles qui nous permettent de tenir sur le droit chemin. Alors, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour justement vous remémorer de ce qu'est les valeurs de notre pays telles que la liberté, l'égalité, la fraternité. Et je vous dis à très bientôt.